Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure que je me suis faite en octobre dernier et ce que j'ai mis en place pour revenir à des capacités physiques supérieures à celles que j'avais avant de me blesser. Je m'appelle Nevin et vous êtes sur Fitness Logic. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous connaissez mon parcours sportif, vous savez que j'ai eu un petit accident de parachute et que je me suis blessé en octobre dernier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets les vidéos juste ici. C'était important pour moi de vous expliquer tout ça avant de pouvoir aborder la blessure que je me suis faite dernièrement. J'avais du mal à l'accepter, mais depuis mon accident de parachute, mon épaule n'a jamais été à 100% jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que j'ai pris un peu de temps avant de poster cette vidéo. Je voulais avoir un vrai retour d'expérience sur ce que j'avais mis en place et vous présenter des vrais résultats. Je suis revenu de tellement loin après l'accident que j'avais accepté que même si mon épaule n'était pas la même, le simple fait de pouvoir m'entraîner c'était suffisant. Et surtout, je voulais revenir à mon niveau d'avant aussi rapidement que possible. Du coup, j'ai fait certains choix, j'ai accepté de ne plus faire certains exercices parce que ça ne passait pas. J'ai accepté d'être extrêmement strict dans ma pratique, échauffement, programmation hyper spécifique, aucune flexibilité dans mon approche, que ce soit en termes de mouvement, de fréquence d'entraînement, d'activité en dehors de la musculation, etc. Je passais beaucoup plus de temps à la salle parce que j'ai remplacé pas mal de mouvements polyarticulaires par des mouvements d'isolation. J'ai réduit l'ensemble de mes intensités, c'est-à-dire que je travaillais moins lourd, je faisais des séries plus longues. Et attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise approche. Si vous n'avez pas de problème et que vous bougez bien le reste du temps. Et dans mon contexte, ça me permettait de ne pas aborder le problème et de ne pas voir la vérité en face. La vérité, c'est que je ne bougeais pas bien en termes de mouvement. J'avais les connaissances suffisantes en anatomie pour travailler mes muscles en isolation et les contracter en rapprochant un point A d'un point B, mais dans son ensemble, mon corps ne bougeait pas bien. Et du coup, dès que je sortais de la rigidité de mon programme et du contexte maîtrisé de la salle de sport, je pouvais me faire un peu mal. Quelques exemples, je faisais des séries avec plus que mon poids de corps à l'incliné, mais je ne pouvais pas faire une dips au poids de corps sans avoir mal à l'épaule. Je faisais des séries à plus de 2 fois poids de corps au soulevé de terre roumain, mais je me suis fait mal à l'épaule en jouant au bowling et j'ai pas pu m'entraîner pendant une semaine. C'était des mouvements qui sortaient du contexte que je maîtrisais et vu que mon corps ne bougeait pas correctement, ça posait des problèmes. Et c'est pour cette raison que je me suis blessé plus sérieusement à l'épaule. Si toi aussi tu t'es déjà fait mal en jouant au bowling, dis-le moi en commentaire. Je rigole, mais vous avez le droit de vous moquer. Et laissez-moi un petit pouce bleu par la même occasion pour le soutien psychologique. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé du rythme scapulo-huméral, qui est une sorte de synchronisation de mouvement entre votre scapula et votre humérus. Et c'est très important que ça fonctionne correctement pour éviter de mettre des contraintes inutiles sur les articulations gléno-humérales et acromioclaviculaires ainsi que les muscles qui les entourent. Comme leur nom l'indique, l'articulation acromioclaviculaire relie la clavicule à la scapula, qu'on appelle aussi l'omoplate, et l'articulation scapulo-humérale relie le haut de votre bras, l'humérus, à la scapula. Et les différentes articulations de l'épaule permettent justement au bras de bouger librement dans plein de positions différentes. Quand vous mettez le bras au-dessus de la tête et que vous réalisez une abduction complète, votre humérus va bouger par rapport à votre scapula et votre scapula va également bouger par rapport à votre cage thoracique. Théoriquement, il y a un rapport 1/2 entre le mouvement de votre scapula et de votre humérus. C'est-à-dire que pour un mouvement complet, votre humérus effectue les 2/3 du mouvement et la scapula le tiers restant. Donc pour un mouvement d'abduction complète au-dessus de la tête de 180 degrés, l'humérus effectue 120 degrés du mouvement et la scapula 60 degrés. Encore une fois, c'est théorique et en pratique, ça varie un peu d'un individu à l'autre. Ce qui ne varie pas par contre, c'est que la scapula doit bouger. Si elle ne bouge pas ou qu'elle ne bouge pas bien en relation avec l'humérus, ça va potentiellement poser problème. Et c'était justement mon problème. Il y a beaucoup de muscles qui s'insèrent sur la scapula, 17 si j'ai bien compté. Du coup, c'est très compliqué de visualiser exactement ce qui se passe pendant un mouvement. Mais essayons de comprendre un peu ce qui m'est arrivé. Quand tout va bien, votre scapula va bouger dans les différentes positions nécessaires pour permettre à votre bras de bouger librement. C'est-à-dire les mouvements de protraction, rétraction, élévation, dépression, rotation, tilt antérieur et postérieur, sonnette et des combinaisons de ces mouvements en fonction du mouvement de votre bras. Alors, ne m'attaquez pas sur les termes exacts en français, je lis la littérature en anglais et si je suis capable de comprendre et d'expliquer, c'est suffisant pour moi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Quand vous mettez votre bras au-dessus de la tête, votre trapèze supérieur, votre trapèze inférieur et votre serratus antérieur doivent travailler ensemble
pour obtenir une sonnette latérale, un tilt postérieur et une élévation de la scapula pour ne pas mettre de contrainte sur les articulations et les muscles de l'épaule. Eh bien dans mon cas, ça ne se passait pas exactement comme ça. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la théorie du conflit sous-acromial qui correspond à un frottement anormal entre l'acromion et la partie supérieure de l'humérus. Et ce frottement entraîne une usure des muscles présents de l'articulation. C'est une théorie qui est encore très largement acceptée dans le milieu médical, mais à présent on a pas mal de recherches qui remettent ce concept en question. Donc certains pourraient dire que j'avais un conflit sous-acromial, mais en réalité c'est un peu plus complexe que ça. L'immobilité de ma scapula créait sans doute des forces de compression sur les tendons, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez que je vous présente tout ça en détail, dites-le moi en commentaire. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien pour essayer de comprendre ce qui est arrivé au niveau de mon épaule. Je n'ai pas eu un événement ou un mouvement particulier où je me suis fait mal. J'ai commencé à avoir une petite pointe de douleur le dimanche lors d'une séance du haut du corps. Ensuite j'ai eu à nouveau mal sur une autre séance le mardi et finalement je n'ai pas pu finir ma séance le jeudi parce que j'avais beaucoup trop mal. J'attends toujours le lendemain matin pour savoir où j'en suis parce que je suis vraiment à froid et je sais si c'est sérieux ou pas. Et là je peux vous dire que c'était vraiment pas top, difficile de mettre un t-shirt sans avoir mal. J'ai fait quelques tests et mouvements pour savoir ce qui provoquait la douleur et j'en ai déduit que c'était musculaire et que c'était sans doute un muscle de la coiffe des rotateurs. J'ai décidé de faire une petite échographie pour voir si c'était visible et confirmer mon analyse. Résultat, petite déchirure du supraépineux et inflammation de la bursite sous-acromiale. Ce qui était intéressant, c'est que je n'étais pas du tout positif au test de provocation de la douleur pour le supraépineux. Je pensais que c'était plutôt l'infraépineux qui lui était intact. J'avais aussi mal sur la face antérieure de l'épaule et je pense que c'était la bursite, mais ça c'était avant la blessure en elle-même. Je dois vous avouer que j'étais étonné de m'être fait cette blessure parce que je pensais vraiment qu'avec un entraînement intelligent, une bonne approche, ça ne pouvait pas m'arriver. J'avais un peu l'idée reçue que c'était une blessure de vieux ou de bourrin et même si j'essaye de mettre de l'intensité et me rapprocher de l'échec dans mes entraînements, je fais toujours attention à mes placements et à ma technique. Bref, ça n'arrive pas qu'aux autres et c'était justement le signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si intensité, proximité à l'échec, volume d'entraînement, etc. sont des termes qui vous parlent pas trop et que vous voulez en apprendre plus sur la programmation d'entraînement, je vous conseille de regarder du côté de notre formation Bayesian France, les liens sont en description. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça a remis mon approche en question. J'ai enfin accepté de voir la vérité en face. Parce que je voulais revenir aussi vite que possible à mon niveau après ma blessure en 2018 et parce que je ne voulais pas perdre du muscle, je n'avais pas accepté de faire un pas complet en arrière. Je n'avais pas accepté de réduire drastiquement mon volume d'entraînement, ma fréquence d'entraînement, de réapprendre à bouger correctement en baissant l'intensité et la proximité à l'échec. J'ai donc commencé à retravailler sur la fonction de mes muscles et pas simplement leur action. Bref, j'ai changé beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai fait après l'annonce de la blessure? D'abord, j'ai pris 3 jours où je ne suis pas allé à la salle, je me suis baladé dans la nature, j'ai pris le temps de faire autre chose pour me changer les idées. Je pense que c'est une étape importante, accepter la situation, accepter que ça fait partie du jeu, que ce n'est pas anormal, que c'est une phase éphémère et qu'on va revenir à son niveau rapidement. D'après les travaux de Thompson et Sunol, les attentes suite à une blessure est un facteur déterminant pour la récupération. Et les attentes prévues par l'athlète, c'est-à-dire croire qu'une blessure va s'améliorer plutôt que croire que la zone est endommagée de façon permanente par exemple, peut influencer les résultats en termes de fonction, de douleur et la probabilité de retrouver votre niveau après une blessure. C'est-à-dire que dans le contexte d'une blessure pendant l'entraînement, l'attente idéale c'est de parvenir à une récupération complète le plus rapidement possible. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut sauter des étapes et être impatient. Je vous l'ai déjà expliqué juste avant. Mais il faut accepter les symptômes, les utiliser pour mesurer notre progression et comprendre le processus. En fait, votre approche face à l'adversité fera une vraie différence. Encore une fois, il faut être patient et comprendre que pour la rééducation ou pour l'entraînement, la progression se fait via l'accumulation de petites victoires au fil du temps. Et il ne faut pas oublier que la progression n'est jamais linéaire. Vous allez avoir des bons jours et des mauvais jours et c'est ce que j'ai mis en place dans mon programme de rééducation. D'après les recherches que nous avons, le meilleur moyen de récupérer rapidement, c'est de bouger. Il faut mettre en place une récupération active. Et c'est donc ce que j'ai fait.
Si vous restez assis chez vous, ça va juste prendre plus de temps. Ce que je voulais faire, c'était favoriser le flux sanguin pour oxygéner les tissus, leur apporter des nutriments, avoir un taux de renouvellement élevé pour que les tissus endommagés puissent être décomposés, filtrés et que de nouveaux tissus puissent être apportés et se développer. Exactement comme la croissance musculaire en général, il faut favoriser le flux sanguin. Je n'ai pas appliqué de glace, je n'ai pas pris d'anti-inflammatoire. Si je ne sens pas la douleur, je ne sais pas où j'en suis et je risque de pousser trop fort. Et justement pour la douleur, j'ai mis en place un système où je note ma douleur allant de 1 à 10 avant ma séance et le lendemain, je fais pareil. Si j'ai plus mal que la veille, ça veut dire que j'en ai trop fait et si j'ai moins mal, ça veut dire que je peux peut-être en faire plus. Et j'adapte ce que je fais en fonction de ça. Les premiers jours, j'ai simplement fait des mouvements à vide avec les bras. J'ai essayé de comprendre ce que je pouvais faire sans douleur et quels mouvements provoquaient des douleurs. Au début, j'ai surtout travaillé sur ma mobilité pour retrouver les amplitudes nécessaires. Ensuite, j'ai doucement rajouté de la résistance sur certains exercices et au fur et à mesure, j'ai recommencé à faire des exercices d'avant avec de plus en plus d'intensité. La première étape, c'est toujours de retrouver votre mobilité. La perte de mobilité vient du fait que votre corps pense que ces positions sont dangereuses. Il faut donc regagner cette mobilité, ces amplitudes et ensuite travailler la stabilité dans ces positions. Contrairement à la dernière fois, j'ai accepté de reprendre vraiment tout à zéro, même si j'avais l'impression de perdre mon temps. Par exemple, j'ai fait des pompes au poids de corps, pas plus de 12 répétitions, j'ai ralenti le mouvement, mis en place des pauses, j'ai pas cherché à charger, alors qu'avant je pouvais faire des séries de 8 avec 40 kg de lest. J'ai accepté de faire des exercices où j'étais super loin de l'échec, je voulais pouvoir faire une pause à n'importe quel moment dans le mouvement. Je finissais mes entraînements sans fatigue, j'avais travaillé mais je pouvais en faire beaucoup plus. Et en prenant mon temps et malgré le fait que j'étais super conservateur dans mon approche, j'ai progressé beaucoup plus vite que prévu. J'ai regagné ma mobilité, j'ai retrouvé une mobilité que j'avais avant ma blessure de 2018. Maintenant, je fais des exercices que je n'avais pas fait depuis plus de 3 ans, sans douleur et je continue à progresser. Esthétiquement, j'ai aussi progressé et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner lors de ma prochaine sèche. Voilà, j'espère que vous pourrez tirer des informations de cette vidéo qui pourront vous aider si vous êtes blessé ou si vous vous blessez dans le futur. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!